On va découvrir ensemble la Elegoo Centauri Carbone. Donc on va se faire une revue complète et autant te dire que tu peux faire quasiment tous les filaments existants sur le marché, aussi bien des filaments ultra techniques comme celui-ci avec de la fibre de verre à l'intérieur, du silk, enfin du mat, tu fais un peu tout, de l'ABS, du carbone. Alors on se retrouve juste après le générique. Si tu es ici aujourd'hui, c'est certainement pas par hasard, c'est certainement pour avoir des informations sur cette Elegoo Centauri Carbone, et c'est avec vos commentaires et les pouces vers le haut, et parfois les abonnements, que ça permet de améliorer le référencement sur YouTube. Donc je t'invite à placer un message, un commentaire, un questionnement, et je prends toujours le temps d'y répondre. Avant de te parler des caractéristiques, on va déjà faire un point sur ce que nous dit le marketing. Il nous la vend comme une imprimante qui s'installe en l'espace de 5 minutes et tu peux tout de suite imprimer. Donc déjà, à cette réponse, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est que du marketing? Donc la réponse, on n'est vraiment pas loin de la vérité. En gros, quand tu reçois l'imprimante, ça arrive pré-monté, tu n'as vraiment quasiment rien à faire. Tu vas juste devoir assembler ton écran, retirer les petites vis à l'intérieur de protection pour le transport, mettre ton porte-bobine sur le côté, et basta. Donc les 5 minutes, c'est pas tout à fait ça, parce qu'il va falloir que tu fasses la mise à jour du logiciel, et tu fais, tu sais, tous les checks au démarrage. Mais en soi, oui, effectivement, c'est l'une des imprimantes du marché les plus simples d'utilisation, surtout si tu es débutant et que tu y connais vraiment rien. Là, bah, tu vas pouvoir printer direct. Attention, si tu as une bobine, parce que c'est pas avec le petit bout de filament qui est livré avec, que tu vas faire quelque chose. Ah si, tu vas faire un petit bunchy, tu as un petit bateau, mais donc pense à t'acheter une petite bobine. Au niveau du marketing, c'est plutôt bien vu. Rapidement, qu'est-ce qui est livré avec cette Elegoo Centauri Carbone? Bon, quelques petits accessoires, des outils, on va dire ça comme ça, pour pouvoir retirer les quelques vis, un tube de stick qui pourra être utile lorsque tu vas faire des impressions techniques avec certains filaments très spécifiques, un petit peu de graisse pour pouvoir entretenir ta bécane, un tampon qu'on va voir ici, c'est un tampon qui permet d'essuyer la buse qui est à l'intérieur, des petites lames de cutter parce que cette imprimante est prévue aussi pour pouvoir faire du multicolore incessamment sous peu. Donc tu verras, il y a un système de coupe filament à l'intérieur. On a vu un micro échantillon de PLA et une petite aiguille pour faciliter le débouchage d'une buse si tu as par exemple de la fibre qui reste à l'intérieur de ta buse, et des fois ça peut créer des bouchons. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore mon contenu, c'est assez simple. L'idée, c'est que moi, quand je reçois des produits, je me mets à la place d'une personne qui est en face, qui souhaiterait l'acheter, et j'essaye de me dire quelle information j'aurais aimé avoir avant l'achat de mon imprimante, de mon laser. On va commencer par l'encombrement. Donc initialement, tu vois, c'est de 40 cm, mais il va falloir penser à garder un petit peu d'espace pour ton bac de purge que tu placeras sur l'arrière ou que tu devras déporter sur le côté. Pour ce qui est de la largeur, c'est à peu près pareil, 40 cm. Néanmoins, il faut penser sur ce côté-ci sur lequel on va placer notre vitre dans les supports. Et sur le côté droit, on a le porte-bobine. Donc si tu laisses tout en l'état, il faudra plutôt avoir 60-70 cm, parce qu'il faut aussi l'espacement pour pouvoir placer ta bobine. Et enfin, la hauteur compte à peu près 50 cm, allez, 55 cm pour avoir le dégagement pour pouvoir retirer ta vitre. Une vitre que tu vas retirer très souvent, étant donné que les recommandations, c'est de la virer si tu fais du PLA, donc les filaments qui sont les plus utilisés par tout le monde, étant donné que si ça chauffe de trop à l'intérieur, ton filament devient mou et vient à bloquer dans l'extrudeur et tu vas boucher ta buse. Donc la vitre, eh bien, tu la prends et tu vas la placer sur le côté. Donc ils ont prévu des petits fichiers STL pour pouvoir imprimer ces choses-là, donc ça c'est déjà préenregistré dans ta bécane. Ce que l'on va retenir tout de suite sur la phase de conception de la bécane et de l'architecture. Donc ici, on est sur du métal qui est moulé d'un seul bloc. En gros, je vais te montrer par rapport à une petite copine à côté pour comprendre la différence. Tu as des imprimantes comme celle-ci sur lesquelles chaque structure est assemblée et ensuite vissée, alors qu'elle, pour la partie métallique, c'est d'un seul bloc.
Sur le devant, on va retrouver un système de porte charnière avec cette fois-ci une vitre. Sur certaines marques, on va retrouver du plastique. Alors moi, le plastique, le plexi, ça me dérange pas vraiment, étant donné qu'il arrive régulièrement à ce que l'on aille un petit peu trop loin, et quand on vient forcer sur du verre, des fois on casse la vitre, alors qu'avec de la plasturgie, du plexi, eh bien c'est plus souple. Du coup, c'est un bon point d'avoir une vitre en verre. Pour la taille d'impression, on est sur du classique, 256 par 256 sur 256 de haut, donc un gros cube. C'est alors une imprimante dite fermée sur un système de Core XY. On va se retrouver avec un écran confortable sur la partie basse que l'on découvrira ensemble. Néanmoins, tu verras, il n'est pas pivotable ni orientable. Possibilité de brancher une clé USB directement sur le devant. Un porte-bobine qui a été bien pensé sur le côté, avec un détecteur de filament. Et ce que tu vois ici, c'est tout simplement pour la purge. L'idée, c'est qu'elle a été pensée pour pouvoir faire du multicolore, donc ils sont en train de prévoir le système qui devrait arriver sous peu, je crois, dans le mois. Ce qui fait que ton imprimante va venir couper ton filament une fois qu'elle souhaite changer de couleur, ou en l'occurrence, à l'heure actuelle, avec une seule bobine, lorsque tu es en fin de print. Donc on a un couteau qui est juste ici, ton imprimante vient de ce côté-ci, va appuyer sur le couteau pour couper ton filament, se replace à l'arrière et va purger ton filament, le nouveau filament que tu places dans l'imprimante. Ensuite, elle vient ici, elle va venir frotter sur la buse pour pouvoir nettoyer ta buse parfaitement. Donc ici, c'est la boîte à purge, et donc derrière, tu pourras imprimer un petit réceptacle pour recevoir les purges. Appréciable, bon, on a un système de chaînette ici. Pour le coup, la chaînette n'est pas trop haut. Et bien souvent, on a vu pas mal d'imprimantes sur lesquelles la chaînette était trop haut, elle venait racler sur les côtés et racler sur le dessus. Et ce que je disais qui est appréciable, c'est que on va pouvoir débrancher directement avec un connecteur ici, si un jour on doit faire de la maintenance. Et un autre point qui pourrait paraître anodin pour certains, mais pour moi qui est vraiment intéressant, c'est le fait que sur le dessus de notre tête, on va pouvoir avoir accès directement à cette partie-là, si un jour on veut retirer le tube PTFE. Sur certains autres modèles de la concurrence, l'accès ici est fort complexe pour pouvoir retirer et faire pareil la maintenance au niveau du tube PTFE. Ensuite, ce que tu vas voir ici, c'est un énorme ventilateur qui va te permettre de refroidir ton filament lorsque tu fais le print. Et ils ont prévu un système dit intelligent lorsque tu vas faire des prints de filaments dits très techniques, car quand on a un filament très technique, souvent on a des particules qui sont nocives. Typiquement, si tu veux faire de l'ABS, l'ABS dégage des particules nocives et une mauvaise odeur. Donc on a besoin de filtrer. Donc, bien entendu, lorsqu'on fait des filaments techniques, ton imprimante s'avère être complètement fermée et elle va filtrer à l'intérieur les odeurs et les particules. Mais ça, bien entendu, c'est dans le meilleur des mondes. Aujourd'hui, pour pouvoir se dire que l'on filtre les particules, les odeurs, toutes ces choses-là, il faudrait autre chose que ce système. Donc oui, on a un filtre avec non pas du charbon actif, mais un autre type de matériau qui filtre, mais il faudrait que ton imprimante soit parfaitement hermétique, et c'est pas le cas. Aujourd'hui, tu as une imprimante avec une sortie qui est ici pour évacuer. On voit qu'on a des petits trous pour pouvoir passer des câbles, donc on ne peut pas la vendre comme une imprimante qui est parfaitement hermétique. On va pouvoir toutefois saluer l'effort sur le fait qu'ils ont pensé le système à ce que quand tu utilises ce type de filament technique dans une imprimante fermée, qui a besoin d'être chauffée normalement à l'intérieur, sur celle-ci, sans forcément avoir besoin d'un chauffage interne, on va pouvoir à la fois imprimer nos filaments techniques directement sur notre bed qui est chauffé, sur une buse qui peut chauffer très très fort, et qui va maintenir une chaleur adaptée à l'intérieur, c'est-à-dire qu'elle ne va pas trop aspirer l'air, elle va pas trop souffler non plus à l'intérieur pour pouvoir faire des prints avec ces filaments techniques. Donc elle va s'adapter en fonction du filament que tu utilises. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est de savoir est-ce qu'on va pouvoir changer de buse facilement, est-ce qu'on peut faire la maintenance facilement. Alors on va regarder ça ensemble. Pour retirer le capot, tu as vu, c'est super simple, tu as deux petits ergots sur le dessus. Ici, tu vas pouvoir déclipser le câble, ou voire même, tu as suffisamment de longueur pour le passer sur le dessus. Ou pas. Allez, tu vas pouvoir le placer sur le dessus, comme ceci.
Voilà, comme ceci, il aura une meilleure tenue et tu pourras intervenir du coup au niveau de la tête. Alors nous ne sommes pas sur des systèmes de tête dits à changement ultra rapide, hein, sur lequel tu as juste à visser ou clipser ou déclipser. Ici tu vas te retrouver quand même avec 2 petites vis, mais en soi c'est quand même super facile à retirer. Et derrière tu vas avoir des petits câbles à débrancher. Et quand je te parle de système à changement rapide, on va prendre l'exemple de l'upgrade que j'ai réalisé sur la X1 Carbone, avec des buses E3D sur lesquelles tu n'as plus qu'à dévisser la buse et revisser une nouvelle buse. Sur la partie droite de l'imprimante, on va retrouver la petite caméra embarquée qui est ici, avec un petit système dit de LED avec un petit éclairage qui te permet de faire des prises de vue et des timelapses. Et vu qu'on est en train de parler d'éclairage, on va voir le système d'éclairage qui est embarqué. Donc on va voir une bande LED qui est juste ici, on va voir dans ce sens-là, et une autre bande LED qui est sur le devant, juste derrière la porte. Donc on va le retrouver ici et une là. Personnellement, j'aime bien regarder si l'intérieur de l'imprimante est bien câblé, si c'est propre, s'il y a des choses qui sont pas très bien pensées. Donc on va regarder ici, c'est plutôt bien fait. Alors ça mériterait quand même d'être un peu mieux recablé ou resserré, voire même une petite goulotte que tu pourras imprimer si tu le souhaites. Mais dans l'ensemble, c'est quand même plutôt bien soigné. Pareil, on a vu certaines consoeurs sur lesquelles à l'intérieur c'était vraiment la cata. Chose qui aurait pu être améliorée, et pareil, ça va être un upgrade. C'est, tu vois, juste ici, on a des trous, ce qui fait que lorsque tu as des déchets de filaments qui vont tomber au fond, on a des bouts de filaments qui risquent de passer dessous au niveau du châssis. Des systèmes de moteur pas à pas pour les axes Y et X qui sont ici, le corps XY, qui sont générés par ces deux moteurs, avec des systèmes de courroies et des déplacements qui se font sur des tiges métal. Pour l'axe Z, on va retrouver la même chose au fond et sur les deux côtés, donc à droite et à gauche, donc une tige filetée, et pareil, une tige avec des systèmes de roulement qui va permettre le déplacement en Z avec le moteur pas à pas que tu vois ici. Allez, un système de plateau qui est plutôt bien pensé, avec un côté A et un côté B. La différence entre les deux, donc côté A est légèrement plus granuleux que le côté B, mais ça va surtout se jouer sur l'adhérence. Donc, ils ont fait des repères ici avec des étoiles. Donc le système qui est moins granuleux, donc le côté B, va avoir une meilleure résistance, pas résistance, adhérence, et tu n'auras pas forcément besoin de chauffer très fort ton plateau. C'est un peu la mode de tous ces plateaux, on les connaît par exemple chez BQ, les plateaux bleus, sur lesquels c'est intéressant parce qu'on n'a pas besoin d'utiliser beaucoup d'énergie aussi pour pouvoir faire tenir nos prints. Donc celui-ci à 30 degrés, tu auras du PLA qui va pouvoir tenir sur ce type de plateau. Et celui-ci, tu vas pouvoir utiliser à peu près tous les filaments, PLA, TPU, ABS, PETG, fibre de carbone, etc. Donc ce côté-ci, tu vas pouvoir le chauffer très fort. Typiquement, lorsque j'ai fait de l'ABS, je l'ai chauffé à 90 degrés. Quand j'ai fait un autre print, tu peux le chauffer à 70. Je me souviens plus, je te redirai, il me semble que ça monte à 100 ou 110 degrés. Et la transition est bonne étant donné que si tu utilises des filaments techniques, tu as besoin de chauffer très fort ta buse. Typiquement, pour aller faire de l'ABS PC, je vais devoir chauffer aux alentours de 280 degrés notre buse. Donc celle-ci va monter jusqu'à 320 degrés. Et par ailleurs, vu qu'elle est vendue comme une imprimante dite, alors c'est un peu du marketing, carbone, ça veut dire qu'elle va pouvoir imprimer des filaments avec des fibres de carbone ou d'autres filaments qui ont des particules et donc des fibres à l'intérieur. Donc il est nécessaire d'avoir une buse qui est ultra renforcée, sinon tu vas faire un print d'une demi-bobine et tu vas creuser ta buse. Si on avait une buse en laiton, tu fais une bobine de filament fibre de carbone, ta buse elle est morte. Donc ici on est sur de l'acier renforcé. Et pour l'écran, alors on va parler directement en centimètres. En gros, tu vas avoir un écran de 9,5 cm sur à peu près 5,5 cm. Ce qui va nous intéresser de voir, est-ce qu'il est réactif, donc au niveau du toucher, mais surtout est-ce qu'il va être aussi réactif pour envoyer l'information à l'imprimante, typiquement lorsque tu vas faire un changement de filament. Donc oui, il est réactif, le tactile est confortable, donc c'est précis.
Donc j'ai pas grand chose à dire, c'est lumineux, donc franchement c'est de bonne qualité. Les menus sont clairs, il n'y a pas des, enfin, il y a toujours des traductions qui sont pas toujours bien faites, mais si tu veux, tu vas à l'essentiel, t'as pas 50 000 menus, sous-menus, etc. Donc c'est plutôt facile et accessible. Les choses qu'il va y avoir en particulier, donc le menu quand tu viens sur la maison, hein, sur la partie Home, tu vas pouvoir éclairer ou activer ou désactiver le Wi-Fi, ça va donner les informations sur la chauffe du plateau et la chauffe de la buse. Et ce qui est intéressant aussi ici, c'est pour savoir quelle est la température à l'intérieur de ton caisson. Et c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Pourquoi il faut retirer le verre qui est sur le dessus? Parce que si tu chauffes un peu trop à l'intérieur, hein, quand tu dépasses les 30-35 degrés, ton filament devient tout mou et ça vient se bloquer dans ton extrudeur. Ici, tu vas pouvoir accéder aux choses qui sont soit dans ta clé USB, soit à l'intérieur. Et d'ailleurs, vu qu'on parle de l'intérieur, il y a une mémoire interne qui est intéressante parce que tu as 8 Go de mémoire dedans. Sur cette partie-là, c'est pour pouvoir jouer sur les paramètres. Donc on a le point Home par exemple, typiquement ici, ça va te permettre de faire revenir tout simplement ta tête sur son point initial. Donc, on va regarder les déplacements qu'elle fait lorsqu'elle veut faire le point Home. Donc pour faire ça, elle va chauffer la buse et chauffer le plateau. Alors pourquoi elle fait ça? Tout simplement, c'est pour pouvoir faire aussi le point 0 pour aller rechecker le plateau. Donc on a besoin d'avoir une buse qui est un petit peu chaude et d'un plateau aussi chaud pour avoir tout simplement la bonne calibration et le bon placement. Dans la partie ventilateur, l'onglet qui est ici, tu vas pouvoir allumer ton ventilateur auxiliaire. Donc c'est le gros ventilateur que je t'avais montré tout à l'heure qui est au fond. Celui qui est ici, qui lui pour le coup va vraiment pousser très fort et va faire particulièrement de bruit, comme sur leurs modèles qui ne sont pas avec des caissons fermés. Et ici, tu vas pouvoir aussi allumer le ventilateur qui est ici pour pouvoir refroidir le filament qui est en sortie de buse. En soi, ça tu l'utilises quasiment jamais, ce sont des choses qui se font de façon automatique lorsque tu printes. Et quand je te parlais d'un système intelligent au niveau de la ventilation pour pouvoir, tu sais, filtrer les particules nocives lorsque tu fais des filaments techniques, c'est typiquement ce ventilateur que tu vas pas forcément voir, mais qui va pouvoir aspirer et filtrer toutes ces particules. Chose qu'il faut savoir, typiquement lorsque tu mets un nouveau filament, comment ça se passe? Tu viens dans l'onglet extrudeur qui est ici, ensuite tu vas lui donner la température. Alors moi j'avais chauffé un peu fort parce que j'avais utilisé des filaments techniques ces derniers temps, mais tu vas pouvoir te mettre par exemple à 230 degrés, tu cliques sur charger si tu mets un nouveau filament, donc ton nouveau filament, tu mets ta bobine ici, tu le fais passer dans le détecteur de filament qui est ici, donc ton tube PTFE qui est ici vient suivre le chemin de la chaînette et vient jusqu'à la tête, donc tu viens apporter ton filament en butée, tu appuies sur extruder, donc il va chauffer la buse, et ensuite il y a une roue crantée qui va pousser ton filament à l'intérieur, donc ça va se passer derrière au niveau du bloc de purge pour pouvoir extraire un peu de ton filament. Lorsque c'est fini, tu peux attaquer ton print. Et de la même façon, lorsque tu as fini ton impression et que tu as besoin de retirer ta bobine, donc ton filament, tu viens au même endroit dans extruder et tu vas cliquer sur décharger et il va faire le chemin inverse. Donc il va purger ton filament, le couper bien entendu en amont, et ensuite il te dira que tu peux retirer ta bobine. Et ça c'est un point de vigilance, si tu utilises certains filaments dits très techniques, j'ai des filaments sur lesquels il faut les chauffer à 280 degrés, et il faut se dire que si tu veux les insérer dans ta buse, tu ne vas pas le chauffer à 220, tu vas être obligé de le chauffer plus fort, sinon ton filament ne passera pas dans la buse. Enfin, le dernier onglet te permettra de pouvoir régler à nouveau le nivellement automatique, faire le input shaper. Tu sais, le input shaper, si tu ne sais pas ce que c'est que vu qu'on est sur des imprimantes qui sont ultra rapides, elles ont besoin de compenser les vibrations. Donc là, tu vois, c'est posé sur une petite table. En fonction du support où elle a besoin de pouvoir faire ce contrôle pour pouvoir éviter d'avoir des vibrations lorsque tu fais, c'est pas des vibrations, des fantômes on appelle ça, lorsque tu vas faire tes impressions. Donc ce sont des choses que l'on va voir par exemple sur un print. Je vais t'en présenter un pour que tu comprennes tout de suite. Alors même si notre print est quali, par exemple on va tout de même voir par exemple ici qu'on a ce qu'on appelle ces effets un petit peu fantômes, un petit peu comme des tremblements qui ne sont pas forcément très propres. Donc
c'est ce qu'elle fait, elle, lorsqu'elle fait le input shaper. Elle va limiter toutes ces choses-là. Si on n'avait pas fait le input shaper, eh bien on aurait une impression, un print qui serait vraiment pas qualitatif, avec plein de zones de fantômes. Voilà pour le tour de notre écran. Je crois que j'ai jamais pris autant de temps pour pouvoir parler d'un écran. On a fait le tour de notre bécane, je t'ai expliqué tout en détail. Maintenant, on va voir le résultat de nos impressions. Je replace notre petite vitre sur le dessus, on va placer nos prints et on va regarder ça. On commence avec des filaments dits faciles à imprimer, mais pas si faciles que ça, parce que c'est du filament ce qu'on appelle silk, donc dit brillant. Donc avec les filaments silk, comme celui-ci ou comme celui-ci, eh bien les moindres défauts vont apparaître, contrairement aux filaments mat. Donc celui-ci, on est avec un effet texturé, et le résultat est juste parfait. Et sauf erreur de ma part, je te laisserai voir la vidéo sur Instagram, mais il me semble qu'on était sur un filament de la marque Zero. Une impression plus complexe à réaliser avec un filament Biton Silk. Là aussi, le résultat est juste nickel. Bon, j'ai perdu une corne sur le côté lorsque j'étais avec mes supports, parce que tu imagines bien que ce type d'impression a énormément de supports. Donc le résultat est nickel. Ce que tu vois ici, les petites lignes, ce ne sont pas des lignes dites d'imperfection qui sont liées à la buse, c'est plus des imperfections visuelles qui est liées à un filament qui est Biton. Et ici, j'étais sur un filament de la marque Spectrum. Alors, comme tu as pu le voir, je vais tout de suite balancer des prints assez volumineux. Autre print que j'ai réalisé avec un filament mat, cette fois-ci, qui pareil, un filament, cette fois-ci, qui va être tricolore, de la marque Zero, une fois de plus. Donc c'est juste nickel. Un effet texturé légèrement granuleux, donc ça c'est un choix que j'ai fait dans le slicer. Et pareil, hein, il y avait des supports et les supports se sont retirés très facilement. Donc oui, on peut faire des prints volumineux assez rapidement et de qualité. Et je vais te montrer qu'on peut faire la même pièce sur des impressions dites petites, voire même miniatures. Même impression sur un format donc tout petit. Et pareil, elle s'en est super bien sortie, étant donné que en plus on est sur un effet granuleux, texturé, c'est juste nickel. Donc j'ai perdu une patte une fois de plus, hein, d'ailleurs la petite patte elle est ici, lorsque j'ai retiré un support, mais sinon l'impression est de qualité sur un format vraiment minuscule. Toujours sur du PLA, là j'ai fait la fameuse tour de torture, donc pour voir un petit peu la qualité de l'impression et voir à partir de quel angle elle va avoir besoin de support. Donc typiquement, quand tu fais des impressions 3D, tu ne peux pas imprimer dans le vide, donc ça peut paraître cohérent, donc on a besoin d'avoir des supports à partir d'un certain angle pour éviter d'imprimer dans le vide. Donc on fait ce genre de test pour voir à partir de quand elle a besoin de support. Donc on va le voir ici, sur lequel elle va commencer à être en difficulté lorsqu'elle est aux alentours de 75% donc de courbe, 65-75% de courbe, sur lequel il est plus confortable de placer des supports. Ici, tu vas te dire, il y a quelque chose qui pose problème parce qu'on ne voit pas toutes les écritures. Ça, c'est une erreur de ma part. Pourquoi? Parce que, tout simplement, j'ai oublié d'activer dans le slicer ce que l'on appelle détecter les parties fines. Et lorsqu'on active cette fonction, ça va te permettre de voir les écritures. Donc chose que j'avais pas faite avec celle-ci. Ça c'est leur petit bateau, ce qu'on appelle le Bunchy, qui est souvent préenregistré dans toute imprimante. Alors on l'imprime par principe, mais en soi, comme je l'explique à chaque fois, ça n'a pas toujours de sens parce que ils essayent d'optimiser un maximum les prints qui sont à l'intérieur, donc les fichiers à imprimer, et si en plus tu devais sortir un petit bateau dégueulasse, et ça donnerait pas trop envie d'utiliser ton imprimante. Donc c'est souvent optimisé pour avoir ce type de qualité. Donc oui, ça sort super propre. Ensuite, j'ai apporté mes tests sur un filament donc
mou, hein, c'est du TPU de la gamme Erione, donc un TPU translucide. Je n'ai pas encore retiré les supports, mais on voit que notre pièce est particulièrement propre, donc c'est super quali. Elle s'en est très bien sortie, et souvent la difficulté, surtout avec des anciens filaments comme celui-ci, c'est qu'il faut réduire la vitesse. Donc là, pour le coup, le slicer est bien paramétré pour pouvoir faire du TPU. Donc il prend en compte que c'est du TPU et il va réduire un petit peu la vitesse et adapter l'extrusion pour pouvoir nous faire un print qualitatif. Alors pour la transition, ça va être le PETG. Donc notre print est bien réussi. Ce que tu vois ici, c'est j'avais réduit un petit peu cet effet avec des couches adaptatives. Donc ça s'est plutôt bien pensé, voire même ça s'est très bien passé. C'est ce qu'on a parlé juste avant ici, au niveau des supports. Est-ce qu'on avait besoin de faire des supports ou pas? Pas nécessairement. Tu vois, là j'ai lancé mon print comme ceci, à l'imprimer comme ceci, sans avoir de support de ce côté-ci. Donc elle s'en est bien sortie. Néanmoins, là c'est pas forcément une victoire, étant donné que le slicer, donc le trancheur, le logiciel qui te permet de faire tes impressions 3D, quand tu lui mets que tu veux faire du PETG, eh bien lui, il pense que tu as du PETG récent. Hein. Et les nouveaux PETG sont des PETG dits haute vitesse, alors que là je suis parti sur un vieux PETG que j'ai depuis des années, ce qui fait que lui, il n'avait pas été pensé pour faire de la haute vitesse. Donc lorsque j'ai fait l'impression et qu'il essayait de faire le remplissage, eh bien on avait une sous-extrusion. Il n'envoyait pas suffisamment de filaments. Donc j'ai réduit la vitesse pour pouvoir finir mon impression. Donc vigilance, en fonction du type de filament que tu utilises, il faudra adapter la vitesse. Ensuite, on est sur un filament dit ultra technique, on est sur du PA6GF. Donc dans l'idée, c'est du nylon avec non pas de la fibre de carbone, mais à l'intérieur, tu vas avoir de la fibre de verre. Et ce qui est génial avec ce type de filament, c'est que tu n'as pas besoin de chauffer ton plateau à 90 degrés à 100 degrés, entre 50 et 70 degrés, ça tient parfaitement à ton plateau. Alors je te conseille de mettre justement le petit tube de colle qu'ils ont livré avec, alors non pas pour faire tenir, mais pour faciliter le retrait lorsque tu vas pouvoir retirer ta pièce. Alors oui, ça va limiter aussi le fait que tu as un décollement de plateau, mais c'est surtout aussi quand on retire notre print, tout comme avec des fois le PETG, des fois ça colle un peu trop au plateau. Et donc pour celui-ci, on a chauffé notre buse à 280 degrés, et ensuite j'ai recuit notre pièce. Donc tu vas pouvoir le placer dans un sécheur de filaments qui va être ultra puissant. Hein. Typiquement, j'ai utilisé le Sunlu E2. Je t'invite à aller voir la vidéo sur YouTube, sur lequel tu vas faire chauffer ton impression 3D dans ce petit bac que tu vois ici, à 110 degrés pendant plusieurs heures pour le rendre encore plus résistant. Toujours dans les filaments dits techniques, ensuite je suis passé sur du PCABS de InsLogic. C'est juste une tuerie, une fois de plus, ce filament. D'ailleurs, ne serait-ce les bobines, c'est super qualitatif. Lorsque ça arrive, c'est bien protégé. Et le print s'est passé nickel. Alors, on sait hein, qu'avec l'ABS, c'est pas toujours simple. Tu as souvent ton plateau sur lequel ça va se décrocher du plateau. Et donc, d'autant plus celui-ci est encore plus technique et plus spécifique. Donc, notre print est juste nickel. On n'a pas eu de décollement au niveau du plateau. On va regarder un peu plus en détail, par exemple, la petite roue qui est ici. C'est juste parfait. Donc, ce que tu vois ici, c'est ce qu'on appelle la couture, donc c'est normal. Mais je te laisse regarder un petit peu les détails. Alors pour faire ce type d'impression, il va te falloir un plateau à près de 110 degrés, une buse à 280 degrés. Alors oui, la Elegoo Centauri Carbone s'en sort super bien sans avoir un bloc de chauffe à l'intérieur. Tu peux faire des prints techniques parce qu'elle va adapter la bonne circulation d'air pour avoir tout simplement la possibilité de printer sans avoir à chauffer l'intérieur de ton imprimante. Et enfin, elle s'appelle Centauri Carbone, donc j'étais obligé de faire du filament carbone. Donc celui-ci, c'est un PLA avec de la fibre de carbone à l'intérieur. Alors normalement, on utilise ce type de filament
pour faire des impressions, hein, des prints un peu plus techniques. Mais moi, ce que j'ai voulu, c'est faire aussi des prints artistiques avec ce type de texture. C'est très très joli, hein, le carbone une fois imprimé. Je te laisse regarder les effets. C'est entre un effet un petit peu mat et tu vois, très légèrement brillant. Donc là, je ne l'ai pas passé sous un briquet, rien du tout. J'ai laissé les petits cheveux d'ange pour te montrer derrière, mais elle s'en est, une fois de plus, super bien sortie. Du coup, pour cette Elegoo Centauri Carbone, bah, c'est le moment de faire un point sur les choses que j'ai appréciées, les choses qui sont peut-être à améliorer, mais déjà un point super positif, hein. J'ai fait 0 échec. 0 print défectueux avec cette imprimante parmi tous les prints, donc toutes les impressions que j'ai réalisées. Donc ça peut que être un vrai bon point. On avait vu, hein, dans les choses qui sont très très bien pensées, c'est l'architecture, le fait que on est sur un bloc en acier, on va appeler ça comme ça, hein, pas de l'acier, un bloc en alu ou je sais pas trop quoi, d'une seule pièce, et non pas avec des pièces assemblées, vissées, qui peuvent venir à se dévisser, se desserrer avec le temps. Donc là, on est vraiment sur une imprimante robuste qui d'ailleurs, hein, par rapport au poids de cette imprimante, on a vraiment le ressenti, et lorsque tu vas l'avoir en main dans ton carton, tu vas vite comprendre que c'est une imprimante dite costaude et robuste. Du coup, hein, c'est la même chose dans son ensemble, hein, pour le choix des matériaux qui sont particulièrement quali, c'est plutôt propre à l'intérieur, donc ça reste vraiment un côté positif en termes d'assemblage. Parmi les choses pas top, hein, qui pourraient améliorer, c'est le système de caméra qui est ici, c'est pas super quali, on n'est pas sur de la super haute résolution, donc oui, ça va te faire des vidéos, c'est sympa, pour ceux qui veulent les timelapse, bon, ça n'a pas toujours trop d'intérêt. Par contre, c'est intéressant de pouvoir surveiller ton print à distance, donc ça c'est un plus, mais le côté résolution de la caméra et éclairage, c'est pas top. Et éclairage, hein, un peu dans son ensemble, donc oui, il y a deux systèmes d'éclairage, un ici, un sur le devant, c'est pas super bien éclairé à l'intérieur de ton imprimante, donc tu pourras rajouter des petites bandes LED en upgrade ensuite. Dans les choses qui sont très bien pensées, c'est ce système de plateau qui est recto verso. Par contre, petite vigilance, on est sur un plateau qui est particulièrement fin. Donc ça veut dire que si un jour tu fais une impression, par exemple en ABS, en full plateau, donc sur toute la surface du plateau, et que tu chauffes à plus de 100 degrés, eh bien l'ABS a tendance à vouloir remonter, hein, il va exercer une force, une traction, ce qui fait que tu risques de voiler ton plateau et d'avoir soit un plateau voilé, pardon, soit un décollement de ta pièce, donc, en fonction de si l'aimant résiste dessous. Donc si tu veux faire de l'ABS, eh ben, il faudra, sur du full plateau, tu peux acheter un autre plateau pour avoir quelque chose de plus épais et qui ne va pas se déformer. Par exemple, hein, ce type de plateau, donc ça c'est de Wham Bam System, c'est le CFTW, donc c'est de la vraie fibre de carbone, et je te laisse regarder l'épaisseur, donc là, pour le coup, hein, tu peux y aller, c'est pas ton plateau qui va se déformer, hein, donc ça c'est super pratique, et du coup, petite astuce, hein, ça sert à rien que de t'embêter à tenter d'acheter des plateaux adaptés spécialement à la Elegoo. Moi, j'utilise ce prévu pour la X1 Carbone, c'est ce que tu trouves le plus facilement un peu partout et à moindre coût, et ça s'adapte parfaitement. Donc pareil, hein, pour le Cryo Grip qui est ici de BQ, eh bien, tu vas pouvoir le placer à l'intérieur de ton imprimante, ça s'adapte, ça va être la bonne dimension sur les côtés. Alors sur la longueur, ça va dépasser un petit peu, c'est, tu sais, au niveau de l'embout qui est juste ici, mais sinon, ça fonctionne parfaitement. Donc ne t'embête pas à aller chercher des plateaux qui sont extrêmement chers. Alors si tu as d'autres imprimantes, récupère tes plateaux d'autres imprimantes pour les placer dessus. Étant donné qu'elle va faire l'auto-nivellement automatique, et ben, quelle que soit l'épaisseur du plateau, elle le prendra en compte. Les choses qui m'ont un petit peu chagriné, je t'avais montré tout à l'heure, hein, je trouve qu'au niveau par contre des finitions qui sont dessous, ils auraient pu faire des choses qui soient fermées, avec des petits enjoliveurs, enfin des choses qui permettent d'avoir quelque chose sur lequel tes déchets de filaments ne vont pas tomber. Donc ça c'est peut-être un petit point de détail, mais bon, ça mérite d'être présenté, étant donné que si tu n'entretiens pas ou si tu n'es pas vigilant, tu auras plein de déchets qui tomberont dessous. Autre élément peut-être de détail pour certains, mais vu qu'on est sur une imprimante fermée qui est normalement en capacité, c'est pas qu'elle est normalement, elle est en capacité, elle le fait très bien,
des filaments techniques, normalement dans une imprimante dite fermée, il faut qu'elle soit le plus étanche possible à l'air, parce que si tu utilises des filaments techniques avec des particules nocives, elle a été pensée pour filtrer, mais si tu as des zones qui sont ouvertes comme les passages de câbles sur le derrière au niveau de l'évacuation, ou comme ici on voit un peu de jour qui passe derrière, et bien tu auras vite compris qu'elle n'est pas parfaitement étanche. Donc ça, c'est un petit point sur lequel ils auraient dû penser. Alors comme pour beaucoup de choses, on peut nous rectifier et faire en sorte que ce soit hermétique, mais normalement, lorsque tu sors une imprimante qui est prévue pour faire ce type de filament technique, tu penses, une des premières choses à penser, c'est d'avoir une imprimante hermétique. Là aussi, ça pourrait paraître du point de détail, mais c'est une des rares imprimantes du marché qui ont enfin pensé de mettre tout de suite un porte-bobine sur le côté et ne pas avoir à t'embêter à aller placer des bobines à l'arrière de l'imprimante. Mais alors pourquoi avoir mis un porte-bobine sur le côté et pas d'interrupteur sur le côté, ni sur le devant, ni sur le dessus? Donc ton interrupteur, il va falloir passer derrière l'imprimante, juste ici, à côté du câble d'alimentation, pour la mettre en fonctionnement. Donc ça aurait pu être intelligent de tout placer en façade ou sur les côtés pour que ce soit pour de vrai accessible. On a vu ici qui est très réceptif, qui est réactif, qui envoie les informations de façon rapide aussi à notre imprimante, donc ça fonctionne très bien. Petit point pas de vigilance, mais petit point d'amélioration, de choses qu'ils auraient pu penser, c'est effectivement d'avoir un écran que l'on peut pivoter ou incliner, parce que en fonction du placement de ton imprimante, cette position n'est pas toujours la bonne. Je vois pas forcément beaucoup de gens en parler, mais moi ça me paraît intéressant de savoir si est-ce qu'une imprimante fait du bruit ou pas, donc fait du bruit pendant son fonctionnement, et est-ce qu'elle fait du bruit lorsqu'elle est arrêtée. Donc on va commencer par le bruit en fonctionnement. Donc ça dépend vraiment en fait de quel matériau on va avoir à l'intérieur. Donc si on a le gros ventilo qui est derrière, tu vois la grande bande qui est ici, qui se déclenche, donc oui, lui il a 3 niveaux d'intensité et ça peut faire beaucoup de bruit. Alors pourquoi ça fait du bruit aussi? C'est parce que on te conseille de retirer la vitre qui est sur le dessus lorsque tu vas faire du PLA, pour éviter que l'intérieur de ton caisson soit trop chaud. Donc du coup tu entends ce ventilo qui est à l'arrière, donc ça va pas te faire sortir de la pièce comme sa petite copine que je vais te montrer juste ici. Voilà, par exemple, ça c'est un Dyson, donc non, ça fera pas autant de bruit, mais par contre, effectivement, ça fait pas partie des imprimantes dites silencieuses du marché. Par ailleurs, est-ce qu'elle fait encore un petit peu de bruit lorsqu'elle est éteinte? Donc là, elle est alors éteinte, je me réexprime, lorsqu'elle est en veille, donc là c'est ce qui se passe, c'est qu'elle est juste éclairée, tu vois, avec mon petit écran qui est ici. Donc oui, elle maintient un petit bruit, un petit grésillement qui est au niveau des moteurs pas à pas, qui sont certainement alimentés, et au niveau de la carte mère qui est derrière. Alors t'as pas un bruit de gros ventilos comme on a sur certaines imprimantes, sur lesquelles ils n'ont pas trouvé un système qui permet de bloquer les ventilos qui ne sont pas forcément nécessaires lorsque l'imprimante est en veille. Néanmoins, elle n'est pas complètement silencieuse comme certaines imprimantes sur lesquelles, lorsqu'elles sont en veille, tout est éteint au niveau de tout, pas les composants, mais certains composants électroniques, certains moteurs pas à pas, certains ventilos qui ne sont pas alimentés. Donc elle fait un petit grésillement. Et parmi les points les super positifs qu'on a vus, c'est que oui, elle est capable de gérer des matériaux techniques avec grande facilité, et c'est pas toujours simple, pour avoir testé sur pas mal d'imprimantes, il y a certaines, je peux te dire que tu te tires les cheveux, même si j'en ai plus, parce que tu as certains filaments qui sont exigeants. Donc avec celle-ci, elle s'en est sortie du premier coup, sans avoir à faire des paramétrages très spéciaux ou autres. J'ai toujours utilisé les configurations proposées par le slicer, par le trancheur et l'égout, donc ça a toujours bien fonctionné. Le seul filament qui était plus capricieux, c'était le PETG, celui-ci, sur lequel je t'ai expliqué que le logiciel n'a pas connaissance de ce PETG qui est d'ancienne génération, qui n'est pas capable d'imprimer à haute vitesse. Et parmi les vrais plus de cette imprimante, et c'est ce que nous avait
donner comme information le marketing, hein, lorsque tu vois toutes les communications, c'est que oui, c'est une imprimante qui, au bout de quelques minutes, en sortie de carton, eh ben, tu peux commencer déjà à t'amuser, pardon, t'abîmer, à t'amuser, évite de t'abîmer, ouais. Donc oui, tu as juste à placer ton écran, retirer les 2 petites vis à l'intérieur, et c'est parti, tu te fais plaisir avec tes prints. Donc oui, ils sont radins, ils t'ont laissé, j'ai même plus où je l'ai mis, j'ai dû le jeter, un petit bout de filament, un petit échantillon. Donc pense à te commander une petite bobine, alors de PLA par exemple pour commencer, puis plus tard tu pourras venir au filament dit technique, mais tu peux imprimer tout de suite. Donc tu as des petits fichiers à l'intérieur, donc souvent on customise, donc ça c'est un petit fichier qui est livré avec. Derrière la petite boîte pour récupérer les pops, hein, les déchets, c'est pareil, c'est préenregistré. Donc tu peux, oui, tout de suite lancer une impression au bout de quelques minutes. Donc 5 minutes, non, c'est exagéré, mais on va dire que un quart d'heure après, tu as lancé ton impression. Parmi les choses qui seront peut-être à améliorer, alors non pas le print il est quali, hein, il nous a fait une impression qui est de très bonne qualité. Néanmoins, c'est pareil au niveau du trancheur, au niveau donc du logiciel qui permet de gérer tes impressions, eh bien, elle a parfois un peu de mal à gérer ce qu'on appelle l'extrusion, donc la sous-extrusion ou la surextrusion. L'idée, c'est que normalement, chaque filament a des, comment je vais dire ça de façon assez simple, chaque filament va avoir des particularités et doit avoir des paramètres. Donc, quand tu rentres un filament dit de marque Prusa ou un filament dit de marque Bamboo Lab ou de Sunu ou autre, il va y avoir des caractéristiques. Et puis il y a les filaments dits un peu no-name. Donc souvent dans le trancheur, on lui dit qu'on utilise un filament no-name silk et lui il va adapter le débit. Donc elle va avoir tendance à exagérer un petit peu le débit, par exemple sur celui-ci. Donc c'est un filament de Spectrum qui n'est pas enregistré dans le trancheur. Donc elle injectait un petit peu trop de matière, donc parfois, eh bien, tu vas avoir ta tête d'impression qui va venir racler un petit peu sur tes supports, et c'est souvent sur les supports qu'elle vient racler et qu'elle vient faire à tomber les supports parce qu'elle l'envoie un petit peu trop de débit. Donc ça, bah, c'est une histoire c'est avec le temps qu'on apprend quel type de réglage il faut faire. Donc c'est soit tu choisis des filaments qui sont préenregistrés dans le trancheur sur lequel tu ne te poses pas de questions, ou sinon, c'est à toi de faire les bons réglages. Et une fois de plus, parmi les choses qui vont être super sympas avec cette imprimante Santori Carbone, c'est qu'elle est déjà prévue pour le multicolore. Donc ils l'ont prévu normalement pour le mois de septembre-octobre. Donc ils vont nous sortir, je sais pas quoi encore, une espèce de truc qui ressemble à un AMS, un CFS, un ACE, quelque chose en multicolore. Combien de couleurs, j'en sais rien. Peut-être 4 comme tout le monde, ou peut-être qu'ils vont nous faire quelque chose de différent. Mais tu n'auras pas de modifications techniques à faire. Tout est prévu. Tu as ton bac de purge, tu as ton cutter, tu as le cutter, ce qu'on appelle le couteau, hein, pour venir couper ton filament. Donc elle a déjà été préprogrammée pour pouvoir gérer ça de façon simple dès à présent. Il nous manquera plus qu'à... ouais, ça se dit comme ça. Il ne nous manquera plus qu'à mettre le système, donc multicolore, sur le dessus. Donc vivement cet upgrade, parce que sur le principe, cette Santori, c'est vraiment un coup de cœur, elle fonctionne super bien. Enfin, que dire du prix? À 349 € à peu près, bon, ça, tu sais, ça peut évoluer à la hausse comme à la baisse, mais en ce moment, c'est aux alentours de 350 balles. Une imprimante complètement fermée de cette qualité, écoute, ils ont fait fort, vraiment ils ont fait fort, parce que on a plein d'autres imprimantes sur le marché qui sont nettement moins quali, qui sont pas pensées de la même façon et qui m'ont pas sorti des prints aussi précis, et surtout qui ne gèrent pas tout ce type de matériaux techniques, qui n'ont pas une buse renforcée de ce type-là, qui sont parfois plus chers, enfin souvent plus chers, et c'est des fois des imprimantes dites ouvertes. Donc une imprimante Core XY totalement fermée aux alentours de 350 €, ça se trouve sur mon lien Linktree ou sur le lien que je vais te mettre dans la vidéo qui renvoie chez le partenaire, hein, qui est Geekbuying pour cette imprimante et les goûts. Je te mets à chaque fois un petit code promo, donc si le code promo n'est pas à jour, tu me balances un petit mail ou tu m'envoies un message dans la suite de discussion et j'irai te mettre un code promo le plus récent possible. Donc oui, à ce tarif là, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de concurrence sur le marché.
Ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo, eh ben, je vous en remercie. Ceux qui ont juste cliqué sur la partie finale, eh bien, c'est très bien aussi. Ça te permet de voir mon ressenti. Si tu veux prendre plus de temps, tu peux aller sur l'autre onglet de la présentation, hein, de notre imprimante et des résultats de tous nos prints. Je t'invite à laisser un commentaire dans le fil de discussion. Ça aide aussi au référencement, et c'est ce qui va un peu récompenser le temps, le travail que je vais passer pour pouvoir vous faire toutes ces revues. Je ne te mets pas de lien avec des demandes de cotiser pour un café, pour ce que tu veux. Non, on va pas s'embêter avec ça. Moi, tu me mets un like et tu mets un commentaire, ça me va très bien. Si tu veux t'abonner, c'est un super plus. Mais en gros, tu fais ce que tu veux. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aller voir mon compte Instagram, c'est plus des prints un peu artistiques, c'est plus dans cet univers-là. Sur TikTok, je te donne des tutos, des astuces, des infos sur tout ce qui est DIY, alors pas forcément que de l'impression 3D, du laser, de la sublimation, etc. Et sur YouTube, c'est plus le contenu dit revue. Donc en attendant, je vous dis, prenez soin de vous, et à très bientôt les artistes.